Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver dans le jardin historique de Mont-Dauphin avec Manu. Bonjour Manu. Bonjour. Alors, on va parler de ce beau jardin, sa création tout d'abord. 12 ans que tu y bosses? Ouais, 12 ans maintenant, ouais. Sa création, ça date de 2012, où on a créé ce jardin pour quand on a été classé à l'UNESCO. C'était notre projet culturel avec le maire de l'époque. Et on avait décidé de créer donc voilà cet espace où on retrace l'alimentation de la place forte à l'époque de Vauban, mais de Vauban surtout à nos jours, avec l'évolution qu'il y a eu depuis. Et aussi bien plantes potagères que plantes de cueillette, plantes médicinales et toutes les plantes de sorcières évidemment. Et il est situé sur le côté de l'arsenal de Mont-Dauphin. Ouais, derrière l'église et l'arsenal de Mont-Dauphin, ouais. Et à l'époque, c'était déjà un potager. À l'époque, c'était déjà le potager de la première maison qui a été construite ici en 1692, la maison du gouverneur. Premier édifice qui est sorti de terre sur ce plateau qui était battu par les vents, où il n'y a jamais eu de village ou quoi que ce soit. Il a fallu 12 ans pour que ce jardin soit aussi beau. Ouais, il faut du temps pour un jardin, pour le mettre en place, pour développer les arbres, pour tout, ouais. Multiplier les graines. Et puis surtout préserver. Ouais, c'est vraiment le but de fond du jardin, c'est de préserver en fait ce patrimoine, parce que la plupart des graines qui sont ici sont issues de conservatoires, ont été prélevées chez des particuliers qui les conservaient eux depuis très longtemps. Et c'est un patrimoine qu'il faut pas perdre, ouais, parce qu'on a perdu déjà beaucoup de semences locales, un peu de partout. Et là, c'était un peu la façon de stopper un peu l'hémorragie à ce niveau-là, et voilà, de garder, de préserver ces semences anciennes qui sont exemptes de tout pesticides, insecticides ou quoi que ce soit, et qui sont naturelles, ce sont des semences potagères paysannes et qui se reproduisent naturellement sans besoin d'intrants chimiques ou quoi que ce soit. Et de montrer aussi que c'est possible dans les Hautes-Alpes, même en altitude, de faire. Bien sûr. Qu'à l'époque, ils étaient capables de le faire. Donc, surtout maintenant, il fait de plus en plus chaud. Maintenant, c'est de plus en plus facile sur certaines espèces. Mais on essaye de garder les semences les plus proches des variétés originelles. Qui ont du goût. Bien sûr. Bon, des fois, il y a du très bon, des fois, il y a du moins bon. Comme les patates anciennes, des fois, c'est un goût particulier, un peu plus farineux, mais par contre des grosses productivités. Mais aujourd'hui, on appellerait plus ça de la patate à cochon plutôt que de la patate classique qu'on peut consommer en raclette ou quoi que ce soit. Mais pour la plupart, sont vraiment bons. Les vieux haricots qui sont vraiment excellents. Et plein de choses qu'on redécouvre aussi. Hein. On n'a pas l'habitude de manger ces variétés-là. Oui, on n'a plus le même palais. Non. Et puis moi j'en ai tellement peu on fait du rendement. Je préfère multiplier et diffuser plutôt que des fois les consommer, quoi. Oui. Et quelles espèces par exemple on peut retrouver dans ce beau jardin? Oui, il y a beaucoup d'espèces, mais on peut citer par exemple le nombril de bonne sœur, une variété de haricots anciens qui était cultivée dans des carrés potagers dans les abbayes, ou le merveille de Venise qui est le premier haricot qui a été cultivé en France, que Catherine de Médicis a ramené quand elle s'est mariée avec Henri II. Qui après a été diffusé. Et après, la pomme de terre ancienne, la belle du Queyras qui vient du conservatoire de Lyon par exemple, ou la fève violette du Briançonnais, la lentille rose de Chanteloup, des choses qui sont vraiment très locales. Il y a le navet noir de Crévoux aussi. Et chaque vallée avait un petit peu ses variétés de semences bien adaptées au terroir. Ce jardin est ouvert donc l'été, on peut venir le découvrir, c'est ludique pour petits et grands. Il est ouvert on va dire mi-mai pour les scolaires déjà, même début mai, j'ai pas mal de scolaires d'écoles du coin là qui viennent
faire des visites. Et après, visite guidée qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie sur le savoir de l'époque et ce qu'on plantait, comment on soignait, la vie de l'époque. Oui, parce que c'était pas que le potager. Et non, c'était pas que le potager, il fallait aussi soigner avec ce qu'on avait autour. Et puis manger beaucoup, on mangeait aussi pas mal de plantes de cueillette, des petits produits sauvages. Et donc ça, c'est les visites guidées qu'on fait, que je fais juillet-août surtout. Quelques ateliers aussi. Quelques ateliers comme des hôtels à insectes, des petits ateliers de plantation, des choses comme ça avec les écoles. Ou avec d'autres groupes aussi. Il y a pas mal de publics différents. Donc cet été, à Mont-Dauphin, à côté de l'Arsenal et de l'église, on peut retrouver ce jardin avec un coin hyper agréable au début du jardin. Ouais. Aussi pour se poser, bouquiner. Ouais, un petit coin tranquille dans Mont-Dauphin, sans bruit, à l'abri des arbres, un peu à l'ombre. Ouais, un petit coin qui est bien apprécié par les habitants de Mont-Dauphin et par les touristes aussi forcément. Du coup, tu as aussi des plantes toxiques, même mortelles, sur place. Et oui, forcément, parce que toutes les plantes ne sont pas forcément comestibles, et puis certaines ont des poisons très violents, et c'est des plantes sauvages qui poussent ici naturellement, comme la jusquiame noire, ou la belladone, la grande ciguë, ces plantes-là, ou la petite morelle, des plantes qui étaient utilisées par les sorcières, entre guillemets, pour faire l'onguent des sorcières quand elles rentraient en sabbat, ou des choses comme ça. Ouais, non, elle est gentille, Non, il n'y a pas de souci. On va pas le manger. Il y a un petit chat. Ouais, putain. Elle attaque les loups. Mais t'es trop mignon, toi. Et tu fais aussi des plantes toxiques de sorcières, même mortelles. Ah oui, alors je les produis pas moi personnellement, mais c'est des plantes qui poussent naturellement ici sur Mont-Dauphin pour la plupart, comme la jusquiame. C'était l'été dernier, j'avais de la ciguë aussi, qui est souvent c'est le vent qui nous amène les graines ou les oiseaux, des choses comme ça. Je les plante pas forcément, mais j'en ai sur le site et je préfère les garder pour les présenter justement aux scolaires, aux enfants, même aux adultes qui ne connaissent pas, pour éviter des soucis après en montagne, par exemple la belladone, notamment Atropa belladonna. Une plante qui est, si 3 petits fruits sont consommés, ça peut tuer un enfant, et 6 pour un adulte. C'est des petits fruits qui ont l'air de rien, mais qui peuvent être appétissants et qui peuvent être consommés. Enfin, qu'il faut pas, mais... Donc, oui. Je préfère avoir ces plantes, les conserver sur le site, et voilà. Et présenter. Les montrer dans un but d'information pour éviter des problèmes. Et d'où est venue cette passion, Manu, de s'occuper du jardin, cette passion il faut déjà avoir la main verte, je me doute, parce que... Ouais, après, il faut savoir avoir quand même quelques connaissances avec la terre, les plantes, etc. Moi, j'ai toujours fait mon potager avec mon père, avec mon grand-père, et j'ai appris comme ça, et j'en ai toujours fait aussi, mais j'apprends encore tous les jours des choses nouvelles avec des collègues, des façons de faire, des petits trucs. C'est infini en fait. On apprend tout le temps. Et la main verte, oui. Après, il faut être un minimum de passion pour le milieu naturel. Oui. Et est-ce que tu as des besoins de graines, des recherches particulières? Ah oui, moi je suis toujours demandeur de personnes qui ont conservé des graines de génération en génération. Je sais que le Piémont, notamment italien, a beaucoup conservé ces graines anciennes par rapport à la France un peu moins. Mais oui, je suis toujours demandeur. Des fois, on a retrouvé par exemple dans une petite boîte d'allumettes un blé ancien, un blé rouge qui était cultivé dans le Queyras. On l'a remis en culture et dans une petite boîte d'allumettes, donc c'est pas beaucoup. Ouais. Là, je commence à en avoir quelques kilos maintenant parce que ça fait quelques années que je le reproduis. On a fait aussi ça il y a une vingtaine d'années avec un seigle barbu du Queyras. Lui aujourd'hui est exploité à plus grande échelle sur Seillac. On refait de la farine avec, et on fait ce qu'on appelle le pain de Vauban avec cette farine ancienne de seigle. Donc des variétés qu'on a sauvées, oui, parce qu'elles étaient destinées à disparaître. Après c'est de longue haleine parce qu'à chaque fois c'est des petites quantités qu'il faut multiplier chaque année. Et puis c'est la pression qui est un orage de grêle ou quoi. Ouais.
ou des ravageurs, parce que j'ai des marmottes, j'ai de tout sur le site, j'ai des écureuils, j'ai un peu de tout. Et c'est vrai que je suis pratiquement pas embêté ici sur tout ce qui est attaque de nuisibles, parce que voilà, je pense que c'est la biodiversité, la manipulation de toutes ces plantes sur un petit espace qui fait que ça se gère tout seul. En plus, tu mets un point d'honneur à ne rien jeter. On va dire que même s'il y a... Non, tout est utilisé au maximum. Même toutes les branches qu'on coupe, c'est broyé, utilisé en BRF pour les sols. Tous les petits arbres qui poussent, comme les merisiers, qui poussent un peu à droite à gauche, sur les zones de culture, je les prélève. Donc j'essaie de renouveler un peu ces vieux arbres qui commencent à peiner aussi, qui sont malades pas tous, mais les frênes sont attaqués par la chalarose, les érables sont attaqués par des genres de tavelures. Les arbres sont devenus fragiles aussi, un peu comme avec le réchauffement climatique, les stress hydriques. Ils sont plus attaqués par les champignons. Donc c'est bien de renouveler et puis de réadapter en fonction de ce réchauffement des espèces aussi. Plus mettre des espèces qui sont gourmandes en eau et des choses qu'il faut planter, du chêne, de l'acacia, des choses qui sont méditerranéennes et qui tiennent plus à la sécheresse. Et parce que tu as déjà vu un changement ces dernières années? Je vois même à mon échelle, j'ai 50 ans cette année. Et j'ai bien vu que les espèces ont déjà changé en l'espace de 50 ans. Quand j'étais petit, c'était pas du tout les mêmes. Il y avait beaucoup de pins crochet, de pins sylvestres. Ici, maintenant, pour la plupart, il fait trop chaud pour eux et ils meurent sur pied. Et ils sont réimplantés par les chênes et les genévriers. Donc ça, normalement, ça met plusieurs centaines d'années. Normalement, je n'aurais pas dû le voir de mon vivant. Ça s'accélère. Ça s'accélère, ça va vite et du coup, la plupart des espèces ont du mal à s'adapter aussi et c'est problématique. Merci beaucoup. Si on a besoin si on veut venir, on est obligé de réserver pour le jardin. Alors pour tout ce qui est visite guidée, ça passe par l'Office du tourisme de Guillestre. Je prends pas de réservation sur place. Il faut passer par l'office, c'est eux qui gèrent mes réservations. Et je fais des visites, mais oui, il faut passer par l'office. Sinon, si tu es là, les gens peuvent venir peut-être en visite libre. Alors, les personnes qui viennent directement sur place et qui veulent faire la visite, c'est possible aussi parce qu'ils peuvent prendre leur billet en ligne avec l'Office du tourisme. Donc sur un smartphone, c'est simple. La visite, c'est 6 € la visite. C'est abordable, on a mis un prix bas parce que faut que ça soit abordable à tout le monde. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans, donc c'est pas le prix qui va faire obstacle à venir découvrir toutes les plantes et tout le savoir-faire aussi de l'époque. C'est ça. Et parce cette année, on va essayer de mettre un nouveau d'engrais produit. Ni rien. Non, ici, il y a zéro pesticides. Il y a de l'engrais, bien sûr, mais c'est de l'engrais, ça reste du fumier, des feuilles, de la paille, c'est que des engrais naturels. Et cette année, on va essayer de mettre un nouveau produit en place le lundi et le vendredi soir. Des visites un peu plus tardives, à partir de 17h, qui se termineront par un genre de petit apéritif avec des produits locaux de cueillette, comme par exemple des pestos de plantain ou des pestos de fans de carottes, ou redécouvrir l'alière ou des choses comme ça qu'on a un petit peu perdu, avec un petit kéfir pour agrémenter ça. On va essayer ça cet été, on va voir si ça peut mettre un petit plus à la visite. C'est en projet, pour l'instant rien n'est complètement défini, mais c'est en projet. Il y a encore plein de belles choses, plein de nouveautés par la suite. Il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup Manu. C'est avec grand plaisir.